Le silence des agneaux, c'est l'histoire de Clarice Sterling, une stagiaire au FBI. Le silence des agneaux, c'est l'histoire de Clarice Sterling, une stagiaire au FBI qui tente de comprendre le mode de fonctionnement. Le silence. Tu veux bien arrêter s'il te plaît? Parce que je ne sais pas si tu le remarques, mais j'essaie de tourner une vidéo et avec tes gémissements là, je n'arrive pas à me concentrer. C'est de la qualité, c'est de la marque, ça ne cassera pas, donc ça ne sert à rien d'essayer de te libérer, ça ne fonctionnera pas. Si tu veux bien me laisser travailler maintenant, ça me ferait plaisir. Le silence des agneaux, c'est l'histoire de Clarice Sterling, étudiante. Le silence des agneaux, c'est l'histoire de Clarice Sterling, stagiaire au FBI. Ok, c'est bon, là maintenant tu m'as saoulée, c'est mort, je viens. 24 sur 2, troisième. Si vous suivez les histoires de tueurs en série, une chose est sûre, vous allez apprécier cet épisode. C'est parti pour les secrets de tournage du Silence des agneaux. Le personnage d'Hannibal Lecter, l'un des personnages principaux de ce film, apparaît dans le premier livre de Thomas Harris en 1981, dans son roman Dragon Rouge. Hannibal Lecter est un brillant psychiatre et tueur cannibale à ses heures perdues qui aide Will Grime, profiler du FBI, à comprendre le tueur en série Francis Delarue. Le personnage d'Hannibal Lecter fascine tant il est paradoxal. À la fois, c'est un homme charmant, sophistiqué et poli, et il est également un meurtrier sociopathe qui adore la chair humaine. Un personnage tellement fascinant que Thomas Harris décide en 1988 d'en faire un roman rien que pour lui. Le silence des agneaux. Hannibal Lecter aide cette fois-ci Clarice Sterling, une jeune stagiaire du FBI, à traquer le tueur en série connu sous le nom de Buffalo Bill. Le livre est alors un succès tel qu'il est décidé d'en faire une adaptation au cinéma. Et qui dit succès d'un livre dit film qui n'a pas trop de mal à trouver une société de production. Pourtant, le bas blesse quelque part. Le personnage d'Hannibal Lecter a déjà été utilisé dans un autre film, Manhunter, qui met justement en fiction le précédent livre dont nous parlions juste avant, avec Will Graham, le profiler. Ce qui signifie que les droits du personnage d'Hannibal Lecter appartiennent déjà à quelqu'un. Et cette personne, c'est Dino De Laurentiis. Mais face à l'échec cuisant que fut son film à l'époque, eh bien Dino accepte de céder les droits gratuitement à Orion Pictures Corporation, en se disant que de toute façon, deux options s'offraient à lui. Soit le film est un échec cuisant et dans ce cas-là, eh bien il n'a rien perdu, soit le film est un triomphe et dans ce cas-là, eh bien sa générosité ne pourra qu'être soulignée. L'adaptation au cinéma nécessite, comme bien souvent, un scénariste et c'est Ted Tully qui s'y colle. Et si Ted Tully a déjà écrit 2 films avant celui-ci, ce n'est pourtant pas le premier choix de la production, voire même ce n'est pas un choix du tout. Eh bien oui, parce que bien que Ted Tully ait déjà écrit 2 films, la production ne les connaît pas, ou bien à peine, et très clairement, il s'en tape. Mais Ted Tully a un avantage que les autres scénaristes n'ont pas. Eh bien, il connaît l'auteur, Thomas Harris. Et Thomas Harris avait promis à son ami que ce serait lui qui écrirait le scénario, avant même que le livre ne soit publié. Le FBI n'est pas vraiment réputé pour ses envies de faire visiter ses locaux et encore moins de participer à une production. Et pourtant, ils ont non seulement gracieusement accepté de laisser leurs locaux comme véritable décor pour le film, mais en plus, certains agents du FBI ont servi de mentor aux acteurs. Ainsi, Jodie Foster a suivi l'agent Marianne Cross pour apprendre le métier et être plus crédible dans son rôle. C'est notamment à elle qu'elle devra l'idée de se mettre à pleurer lorsque son personnage arrive près de sa voiture.
sûr. L'agent Maren Cross lui aura expliqué que parfois leur travail est tellement lourd à porter que c'est un bon moyen pour eux de relâcher la pression et de se libérer émotionnellement. Et Dieu seul sait qu'ils en ont besoin. Scott Glenn, jouant le rôle de Jake Crawford, a lui aussi rencontré et suivi un agent pour l'aider dans son jeu d'acteur. Et c'est l'agent John A. Douglas, chef d'unité au FBI, qu'il suivra. L'agent Douglas est connu notamment pour ses travaux sur la psychologie des criminels et le profilage. Alors que Scott Glenn terminait sa visite avec l'agent Douglas, il le remercia de l'avoir immergé dans son monde. L'agent ne put pas s'empêcher d'avoir un mini sourire et lui répondit que s'il souhaitait réellement s'immerger dans son monde, il devait écouter une cassette audio reprise du dossier des tueurs en série Lawrence Whitaker et Roy Norris. Les deux hommes étaient réputés pour kidnapper, torturer, violer et tuer leurs victimes. L'agent Douglas fit alors écouter la cassette que les deux hommes avaient enregistrée à l'époque alors qu'ils étaient en train de faire subir leurs habituels sévices à deux adolescentes. L'audio était à ce point cauchemardesque que Scott Glenn ne tenait même pas une minute d'écoute. Il affirmera même plus tard que ce jour-là, il perdit une partie de son innocence et qu'il fut marqué à vie. La rumeur racontera plus tard que si le FBI a été si coopératif avec l'équipe du film, c'est parce qu'ils espéraient quelque part que le film ayant Clarice Starling en vedette donnerait envie à la gente féminine de s'engager auprès du FBI. Et si Jodie Foster fait une excellente prestation dans le film, elle n'était pourtant pas le choix prioritaire du réalisateur. La production a donc proposé le rôle à Michelle Pfeiffer, qui le refusera car elle trouvait d'abord que l'histoire était un poil trop glauque, et ensuite parce que la production ne souhaitait pas s'aligner aux 2 millions de dollars qu'elle exigeait comme salaire pour le rôle. La prod se tournera par la suite vers Meg Ryan, qui refusera elle aussi, estimant aussi que l'histoire pas trop sa tasse de thé. Enfin, Laura Dern fut envisagée avant que la production ne rejette l'option, partant du principe que l'actrice ne rapporterait pas assez d'argent au film. C'est alors que le réalisateur accepta sans trop d'envie de rencontrer Jodie Foster et changera vite d'avis en la voyant marcher dans le couloir d'un pas décidé et volontaire vers le réalisateur. Il n'en faudra pas plus à celui-ci pour se dire que finalement, elle a ce qu'il faut, la Jodie, pour tenir le rôle. Le rôle d'Hannibal Lecter sera lui proposé en premier lieu à Sean Connery, le réalisateur estimant que l'acteur avait l'intelligence féroce et le physique sérieux, pile ce qu'il faut pour le rôle. Mais Sean Connery déclinera poliment car lui aussi, il n'est pas séduit par l'histoire, non. De son côté, Anthony Hopkins déchante clairement du monde du cinéma. Ça fait des années et des années qu'il endosse des rôles et il n'arrive pas à arriver au point où il souhaite être. Il n'arrive pas à percer à Hollywood. Lorsque l'acteur passe le casting, il jette une dernière fois les dés. Soit le film lui permet enfin l'envolée qu'il attend depuis ses débuts, soit ça ne décolle toujours pas pour lui et dans ce cas-là, il raccrochera sa veste pour se tourner vers le théâtre anglais. Mais le film est un succès retentissant, réussissant même à récupérer l'entièreté du budget injecté dans le film dès sa première semaine de diffusion en salle, ne faisant plus que du reste et bien des recettes. Anthony Hopkins réussit enfin à décoller et hisse son nom parmi les plus connus et les plus demandés d'Hollywood. Il sera également nommé aux Oscars et gagnera celui du meilleur rôle masculin. Et tout ça pour une prestation de 16 minutes en tout et pour tout à l'écran, sur un film qui en fait 120. Ce succès, Anthony Hopkins ne l'a pas volé. En effet, pour entrer dans la peau de ce serial killer, avec la meilleure justesse possible, il étudiera des tas et des tas de dossiers de tueurs en série, ira visiter des prisons, rencontrer des meurtriers condamnés et assistera même à des audiences dans les tribunaux jugeant les tueurs en série et autres meurtriers psychopathes. Bref, il a fait ses devoirs pour obtenir la belle récompense. Mieux encore, Hopkins prendra le parti de ne jamais, ou presque, cligner des yeux, rendant ainsi son personnage encore plus dérangeant. Il est même initiateur de certaines décisions pour son rôle. À titre d'exemple, lorsque son personnage se retrouve dans cette cellule centrale, l'idée de base était de l'habiller dans une traditionnelle tenue orange ou de couleur jaunâtre. Mais Hopkins conseillait plutôt le blanc, ce qui serait, selon lui, un merveilleux contraste avec le personnage qu'il interprète. Plus tard, il avouera quand même que son idée du blanc lui vient surtout de sa peur des dentistes. Mais les choix de couleurs de vêtements ne sont pas les seuls éléments qui permettent
permettre de créer un malaise chez le spectateur. Le réalisateur prendrait une décision de mise en scène qui jouera grandement en ce sens. De fait, si vous faites attention, vous remarquerez que lorsque les personnages s'adressent à Clarice Starling, ils regardent tous directement dans la caméra. Tandis que lorsque c'est au tour de Starling de parler, son regard est toujours hors champ. Ce procédé permet ainsi au spectateur de se plonger directement à la place de la Clarice. Ce qu'il veut, c'est que le spectateur n'expérimente le film que dans sa peau à elle. C'est le point de vue de la jeune stagiaire qui prime. Durant la scène de la première rencontre entre Hannibal Lecter et Clarice Starling, Anthony Hopkins a pris la liberté d'improviser un petit tacle sur l'accent de Jodie Foster. Une initiative qui a marché à la perfection puisque l'actrice s'est sentie personnellement blessée et a été perturbée tout le reste de la scène. Son expression est donc tout ce qu'il y a de plus naturel. Et ce n'est pas la seule expression naturelle qu'elle nous fera. Dans la dernière scène entre Hannibal Lecter et Clarice, si vous êtes extrêmement attentif, vous entendrez un léger bruit de fond pendant le jeu de Jodie Foster. Any food, any water, and it was very cold. Very cold. I thought if I could save just one, but... Il s'agit d'une clé à molette qu'un technicien a fait tomber par inadvertance en pleine prise. Un accident qui n'a pas manqué d'irriter l'actrice. Malgré cela, elle a tout de même convaincu le réalisateur de garder la prise au montage, estimant que c'était une de ses meilleures prestations. Lorsqu'Anthony Hopkins a reçu le scénario, au premier abord, en lisant le titre, il a cru qu'il s'agissait d'une histoire pour enfants. Enfin, la dernière scène du film avait été à l'origine écrite totalement différemment. Au départ, le film devait se terminer sur une scène chez Hannibal Lecter avec le docteur Chilton kidnappé, attaché et ligoté, prêt à être dégusté par Hannibal. Mais l'équipe jugea que la scène était un peu trop horrible et décida de la jouer plus fine en montrant Hannibal en train de suivre le docteur. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut si c'est le cas. N'hésitez pas à me mettre en commentaire l'anecdote qui vous a le plus plu dans cette vidéo. Nous on se retrouve très vite pour le deuxième épisode de cette série spéciale Halloween. Faites très attention à vous, portez-vous bien, allez couper.